Je laisserai peut-être Nathalie poser la première question. Oui, merci Alex. En fait, vous avez, Ashish, répondu en partie, c'est vrai pour la ITF, et maintenant avec GNU ou les autres universités, si vous vouliez bien répondre. Mais la question est à la fois professionnelle, mais aussi individuelle et associative. Donc, vous pouvez répondre pour votre association, vous pouvez répondre en tant que chercheur ou chercheuse, et aussi pour ce que vous voyez aux alentours dans votre pays. Alors, les questions sont, je vais poser la première, c'est, on voudrait savoir au CRIL quelle est votre histoire en tant que chercheur ou chercheuse au sein d'une association ou comme traducteur, traductrice, euh, quelle est votre histoire par rapport à la littérature du Québec, littérature et culture du Québec? D'où vous venez, pourquoi vous vous y êtes intéressé et qu'est-ce que vous avez fait? Et après, Alex va poser une deuxième question qui concernera plus l'actualité. Donc, n'entrez pas tout de suite peut-être dans l'actualité parlez-nous de comment c'est né, comment c'est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé mais bien sûr, ce n'est pas une communication. On voudrait vraiment que vous entendre tous et toutes nous parler de ce qui s'est passé autour de vous et même chez vous en tant que chercheur ou chercheuse. Oui, j'ai préparé un petit texte concernant cette question-là, je vais essayer de lire lentement, mais courte. Alors, l'Association coréenne d'études québécoises a été fondée en mai 2006. Actuellement, elle compte environ 50 membres, dont près de la moitié sont très actifs. La majorité des membres sont des professeurs ou des chercheurs diplômés en littérature ou en langue française, ayant élargi leurs intérêts de recherche vers la francophonie. En considérant l'histoire des études québécoises en Corée, on peut identifier 3 générations de chercheurs coexistant depuis la fin des années 1990 jusqu'à aujourd'hui. La première génération est constituée de ceux qui ont découvert le Québec par le biais de leur intérêt pour la francophonie, en particulier lors de la crise des départements de langue et littérature française en Corée à la fin des années 1990. Pour faire face à cette crise, ils se sont tournés vers le monde francophone, notamment vers le Québec. Parmi eux, plusieurs ont passé une année sabbatique au Québec, tombant ainsi amoureux de sa littérature et de sa culture. Ces chercheurs précurseurs en études québécoises ont formé un petit groupe de recherche où ils ont partagé leurs intérêts et approfondi leurs connaissances sur le Québec. Ils ont ainsi jeté les bases des études québécoises en Corée et joué un rôle crucial dans la création de la SEC en 2006. La deuxième génération a commencé ses recherches sur le Québec au moment de la fondation de la SEC. Ils ont découvert la culture et la littérature québécoise en rejoignant l'association ou en participant à divers événements organisés autour du Québec, tels que des représentations de théâtre québécois, des spectacles du Cirque du Soleil, par exemple, des projections de cinéma québécois, etc. Ces chercheurs constituent aujourd'hui l'épine dorsale des études québécoises en Corée. La troisième génération, qui est apparue dans les années 2010, devrait contribuer de manière significative au développement des études québécoises en Corée. Contrairement à leurs prédécesseurs, qui ont débuté dans le domaine de la littérature française, ces chercheurs se sont intéressés au Québec dès le départ et ont même écrit leurs mémoires ou thèses sur des sujets liés à la littérature ou à la culture québécoise. D'ailleurs, certains d'entre eux ont étudié dans des universités québécoises. La SEC organise des colloques réguliers 2 fois par an de 2006 à 2011, puis une fois par an de 2012 à aujourd'hui, en invitant chaque année 1 ou 2 chercheurs québécois et japonais pour des échanges académiques internationaux. Cette année,
Notre colloque annuel se tiendra le 16 novembre à l'Université Hankook des études étrangères, mon université, sur le thème Revisiter la littérature migrante au Québec. Nous aurons l'occasion d'entendre la présentation de Madame Kazuko Ogura, ici présente, parmi d'autres intervenants. Personnellement, je me situe dans la 12e génération mentionnée. Intéressée par le théâtre classique du XVIIe siècle, j'ai obtenu mon doctorat à l'Université Paris 3 en 2001 avec une thèse sur la réception de Jean Racine. Or, un peu par hasard, j'ai assisté au colloque inaugural de l'ASEC à l'Université nationale de Gwangju en 2006, où j'ai rencontré des chercheurs coréens en études québécoises. Cela a éveillé ma curiosité pour le Québec et sa culture, et j'ai commencé à explorer des domaines de recherche dans la littérature québécoise. En novembre 2007, j'ai fait ma première présentation sur le théâtre québécois autour du projet Andersen de Robert Lepage. Puis, en août 2008, j'ai participé avec mes collègues coréens, dont Han Dae-gyun, fondateur de la SEC et figure clé de l'histoire des études québécoises en Corée, à un colloque intitulé Regard coréen sur le Québec. Dans ce colloque qui a eu lieu à l'Université Laval, j'ai présenté à nouveau une communication sur une œuvre de Robert Lepage, Les 7 branches de la rivière Ota. Depuis, en tant que membre actif de la SEC et chercheuse passionnée par la culture et la littérature québécoise, je continue à mener des recherches en études québécoises tout en participant régulièrement aux activités de la SEC ainsi qu'aux colloques internationaux organisés par l'AGEC au Japon et au CIEF. C'est ça, l'histoire de mon parcours personnel, de la littérature, des études québécoises et l'histoire de notre association des études québécoises en Corée. Voilà. Merci beaucoup, Gilbert. C'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a eu 3 moments clés et que je ne savais pas que c'était Anne Daikun qui avait fondé la SEC, qui a beaucoup fait pour les études québécoises par la traduction, la réflexion. Mais vous êtes nombreux à 50, franchement, hein, c'est très bien. Alors, je ne sais pas qui veut continuer à nous présenter Madame Ogura. Oui, ma présentation sera beaucoup plus simple que celle de Junga, mais je voudrais quand même vous présenter notre association japonaise des études québécoises. Donc, elle a été fondée en 2008 après l'ASEC. Et nous comptons actuellement en 113 membres. C'est assez, mais bon, comme c'est une association interdisciplinaire, il y a beaucoup de spécialistes de plusieurs domaines. Alors, chaque année, nous organisons un congrès et notre congrès aura lieu très bientôt, le 5 octobre, à l'université de Hiroshima. Et donc, je vais vous présenter un petit peu. C'est juste pour vous montrer notre affiche. C'est tellement joli que je voudrais vous présenter. Est-ce que vous voyez ça? Elle est vraiment jolie. Nous avons un artiste Extrêmement beau, très beau. aussi, donc c'est joli, je trouve. Alors, je vais encore une fois changer de... Donc, bon, un colloque annuel, un congrès annuel, et puis 3 ou 4 réunions d'études. Normalement, c'est un samedi après-midi. Et puis, nous avons un numéro chaque année de la revue japonaise des études québécoises et quelques numéros de bulletins d'information aussi. Et ce qui est le plus important, c'est le prix Obata de l'AGEC, l'AUQ, pour la recherche sur le Québec. Il s'agit du prix décerné aux jeunes chercheurs dont le projet ou bien la publication est excellente.
nous choisissons normalement deux récipiendaires et ils font des recherches sur le terrain d'à peu près 2 semaines avec la subvention de l'AIEQ et la GEC. Et puis, donc, nous avons le site web. Donc, vous n'avez qu'à consulter régulièrement notre site pour regarder, pour voir ce qui se passe et activités, voilà, cette année, le congrès annuel, etc., etc. C'est comme ça. Et puis, nous avons même euh, le blog. Malheureusement, ce n'est qu'en japonais, mais pas mal d'informations sera donné sur le blog. Ici, ce sont des conférences de Monsieur le professeur David Coussens qui visitera le Japon à l'occasion de notre congrès. Mais il donnera des conférences à plusieurs endroits. Donc, nous avons cette information. Et voilà donc notre association a été fondée en 2008 par le professeur des femmes professeurs Obata Yoshikazu. Lui, il m'a proposé de participer à l'équipe fondatrice et je lui ai dit tout de suite oui, parce que quand j'étais à la licence, j'ai eu l'occasion de suivre un cours sur la littérature québécoise. J'étais étudiante à cette époque-là à l'université Sophia à Tokyo, fondée par les jésuites. Donc, il y avait des Canadiens français, Canadiennes françaises aussi, et puis une professeure nous a donné un cours sur la littérature québécoise dans l'anthologie qu'elle a organisée. Et j'ai trouvé que des romans, Le bonheur d'occasion, et puis les poèmes, la poésie d'Anne Hébert, etc., etc. Nous avons lu pas mal d'extraits et j'ai trouvé que c'était très intéressant, que j'ai dit à Monsieur Obata tout de suite que je voudrais participer à cette association. Donc, bon, après le mandat, deux mandats de Monsieur Obata, je lui ai succédé la présidence et j'étais présidente de cette association de 2012 jusqu'à 2016. Et après, je suis toujours conseillère. Et puis, personnellement, bon, j'enseigne à l'université Erikyo et nous avons des partenariats avec l'université de Sherbrooke depuis déjà 30 ans. Oui. Et puis, avec l'UQAM aussi et depuis 10 ans. Et donc, pendant les vacances, bien en profitant de mes années sabbatiques, moi aussi, je suis chercheuse à ces universités. Et puis, nous invitons aussi des professeurs québécois à notre université ou bien à l'occasion du congrès et de la GEC. Et puis au niveau de la maîtrise et du doctorat, je suis attachée à l'Institut des lettres. Donc, je donne des séminaires sur la littérature française et québécoise en alternance à peu près. Et puis, au niveau de la licence, je suis plutôt attachée à la faculté de communication interculturelle. Donc, bon, ce sont des étudiants qui ne sont pas vraiment intéressés à la littérature, malheureusement. Donc, c'est plutôt sur l'interculturalisme qui est très important, à mon avis, et dans les études québécoises. Et puis, la laïcité, que je prends comme thème de cours.
En ce qui concerne la laïcité, c'est le thème de notre congrès annuel aussi. Et Monsieur David Coussens viendra visiter le Japon bientôt. Voilà. Merci. Mais tout de suite, je Merci. demanderais peut-être à Nao Sasaki, puisqu'elle fait partie de la GEC, elle a étudié aussi avec M. Obata et elle travaille aussi avec Mme Ogura, peut-être tout de suite d'intervenir avant de retourner du côté de l'Inde ou de la Chine. Oui, Merci. mais dans mon cas, je vais parler plutôt d'une histoire en tant que chercheuse personnelle. Et moi aussi, j'ai préparé un texte, alors je vais lire, ça prend 5 minutes. Ok. Mon histoire en tant que chercheuse se déroule autour de 3 auteurs, Gabriel Roy, Anne Hébert et Yves Thériault. Mon premier contact avec la littérature québécoise remonte à ma lecture de l'ouvrage de mon ancien directeur de thèse, Yoshikazu Obata, en 2007. 2 ans après, j'ai commencé ma maîtrise à l'Université Meiji pour travailler avec lui. C'était une période marquante, comme Madame Ogura a montré tantôt. On vivait une émergence collective des études québécoises au Japon, avec la fondation de la GEC en 2008. C'est au sein des activités la GEC que j'ai rencontré Madame Ogura, qui m'a sans cesse apporté son soutien depuis lors et qui a été un membre de jury de ma thèse. Et aussi M. Hiderio Tachibana qui m'a ouvert les yeux sur le monde francophone. Dans mon mémoire de maîtrise, j'ai traité la thématique de l'hôpital chez Gabriel Roy dans 3 romans, à savoir Bonheur d'occasion, Alexandre Chenevert et La rivière sans repos. À la lumière de la pensée d'Ivan Illich sur l'hôpital considéré comme une institution sociale moderne, j'ai étudié comment se manifeste la question de dualité, vie et mort, passé et présent, tradition et modernité, caractéristique de l'imaginaire de Gabriel Roy. À travers ces personnages, Rosanna, Alexandre et Elusa, et leur rapport avec la médecine. C'est au cours de mes recherches sur l'image de l'hôpital dans la littérature québécoise que j'ai commencé à m'intéresser à Anne Hébert. Par exemple, dans Est-ce que je te dérange, Delphine a affaire à l'hôpital au milieu du récit. Mes discussions avec Nathalie et au printemps à Tokyo en 2012 et avec Annie Tanguay en automne au Québec de la même année. Puis mes séjours stimulants au centre Anne Hébert, tout cela m'a encouragé à me pencher sur Anne Hébert. Ma thèse intitulée, c'est le titre anglais, Anne Hébert's Québec from the Theatre of the Gaze to the Paysage, rédigé en japonais, traite à la relation complexe de l'autrice avec son pays natal. Pour Anne Hébert, qui a choisi de quitter le Québec, la question de libération est fondamentale dans sa création romanesque. Afin d'élaborer le concept de libération, j'ai étudié sa représentation du Québec dans 3 œuvres romanesques, publiées après son arrivée en France, c'est-à-dire Kamouraska, Les enfants de Saba et Aurélien, Clara, Mademoiselle et lieutenant anglais. J'ai abordé en particulier le rapport entre le personnage et le système social, tel qu'il s'exprime dans ses œuvres, et plus précisément au concept de rôle. Il s'agit de rôle joué par un individu dans sa société et de sa participation à celle-ci. Étant donné que le Québec hébertien se présente comme un microcosme théâtral, dans lequel le personnage et le système sont complices. Le terme théâtre désigne alors le cadre social dans lequel les personnages hébertiens se retrouvent. C'est dans mes analyses de l'utilisation de la forme de conte chez Anne Hébert que j'ai reconnu la nécessité de réinterroger la notion de conte.
en découvrant que le rôle est une conception fondamentale de l'ontologie d'Anneberg, j'ai traité l'emploi de la forme de conte chez l'autoriste comme modèle de vie, modèle de récit de vie. J'ai essayé d'exposer que le conte peut servir des fins plus existentielles et psychologiques, tandis que la plupart des critiques s'intéressent au thème de l'initiation sociale à l'approche féministe. Cette idée est abordée dans mon article L'expérience du sujet québécois, Anneberg et la forme du conte, publié 2021, ainsi que dans ma communication L'imaginaire du conte dans la canne à pêche d'Anneberg, présenté au sein du colloque de la SEC en 2021. Voilà mon histoire en tant que chercheuse en littérature québécoise. Merci. Merci, Madame Sasaki. Alors, Madame Song, peut-être, et ensuite, on finira ce tour de table avec Monsieur Agni. Oui, merci beaucoup. Alors, je vais également parler de mon histoire personnelle. Ma recherche sur la littérature du Québec a commencé au début de mon doctorat à l'Université de Montréal, à l'automne 2020. Et avant cela, pendant mon baccalauréat, je m'intéressais surtout à la littérature comparée française et chinoise. Et après, je me suis concentrée sur François Villegan, un écrivain franco-belge. Mais en préparation de ma demande d'admission au doctorat, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'étudier à Montréal, une ville francophone dynamique que je n'avais jamais visitée auparavant. J'avais déjà eu 2 séjours d'études à l'international à Paris et à Bruxelles, mais jamais au Québec. Et en cherchant des informations sur la littérature québécoise, j'ai remarqué qu'avec le navigateur depuis la Chine, je ne trouvais pas beaucoup d'informations. Pourtant, par hasard, j'ai découvert une conférence donnée à l'Université des langues étrangères de Xi'an par le professeur Gilles Dupuis, qui est aujourd'hui mon directeur de thèse. Il y a présenté l'œuvre de Yin Chen. C'était la première fois que j'entendais parler de cette romancière canadienne d'origine chinoise qui publie au Québec. Intriguée, j'ai fait quelques recherches supplémentaires. Et à ma surprise, j'ai même trouvé une présentation de son travail dans un manuel chinois de l'introduction à la littérature française. Oui, je pense que le titre, c'est comme ça, mais on a présenté quelques écrivains du Québec. Voilà. Non, oui, c'est ça. Et je me suis dit, c'est impressionnant qu'elle soit venue à Montréal pour faire une maîtrise en création littéraire et qu'elle a fini par publier en français. Elle, comme moi, a commencé à apprendre le français au baccalauréat à Shanghai. Elle à Fudan et moi à Suzhou, c'est Shanghai International Studies University. Et alors, j'ai décidé de mener une recherche doctorale sur ces romans, en particulier sur le thème de la filiation. Ce thème, selon moi, est central à la fois dans l'œuvre de Yin Chen et dans celle de François Villegan, ce qui m'a permis d'en faire une étude comparative dans mon projet de thèse. Et voilà, je suis arrivée à la 5e année de mon doctorat et j'espère que je peux finir en été prochain. Merci. Merci, Madame Sang. Et Monsieur Agni Autry, est-ce que on abordera peut-être le présent et le futur dans dans un deuxième tour de table, mais par rapport à Geniou, l'histoire qui est la vôtre ou celle de vos collègues pour l'émergence et des études québécoises et leur continuité à Delhi, par exemple, à New Delhi. Donc, merci, Nathalie. Je vais vous montrer un livre. Vous allez me dire si cela vous dit quelque chose, parce que cela a un rapport avec votre université. Est-ce que vous voyez ce livre? Oui, Est-ce que oui, ça oui. vous dit quelque chose? Oui, 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 oui.
C'est d'un certain Hervé Dupuis. Non, c'est pas là l'auteur. Bon, l'auteur, il a en haut, Hervé Dupuis. Fugue pour un piano et un cheval. C'est ça, non? Pardon, fugue pour un cheval et pour un piano. Et un piano. Alors, c'est un livre d'un Québécois. C'est en fait une pièce de théâtre. Hervé Dupuis a été prof de théâtre chez vous, Oui, à Sherbrooke, et il nous a rendu visite. Il est venu enseigner en 91 ou 12 chez nous et à JNU, parce qu'on venait d'avoir cette conférence, c'est la première conférence qu'on avait eue en Inde sur les études québécoises. Donc lui, il était venu, il était invité chez nous. Il nous a enseigné pendant un semestre. Il a fait cours comme Alex quelques années de ça. Hervé Dupuis a débuté, a ouvert les études québécoises quelque part chez nous. Et lui, il avait fait cette pièce de théâtre et en même temps, on étudiait Racine. Donc, je crois que c'est Madame Junga, je crois, qui parlait de Racine, n'est-ce pas? Donc, nous, on étudiait Phèdre. Et là, on a compris que cette pièce, c'est en fait, là, il s'agit d'un homme qui est amoureux de son fils, tout comme Phèdre avait été amoureuse de son beau-fils. Donc là, on a compris à peu près, enfin, c'est avec ça, c'est grâce à lui qu'on a découvert un peu le Québec, le théâtre québécois, comment le théâtre québécois ou comment un Québécois, enfin, dans son œuvre, il y a un renversement de valeur, il y a une subversion, pardon, une subversion d'un théâtre, enfin, du théâtre de Racine et ainsi de suite. Et c'est lui qui nous a donné à beaucoup d'entre nous l'intérêt pour le théâtre et aussi pour les études québécoises. Et beaucoup d'entre nous, à cette époque-là, beaucoup de nos étudiants, on a fini par lire tout Tremblay. On a dû lire au moins 7-8 pièces, je sais pas, à peu près 6-7 pièces de Tremblay à cette époque-là. C'est comme ça que nous y sommes entrés. Et cette personne, il est maintenant à la retraite, je comprends, quelque part en Indonésie, il n'a plus rapport avec nous. Mais ce qu'il nous a donné, ça reste avec nous. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous sommes rentrés dans les études québécoises. Et il était de l'université de Sherbrooke. Et par la ouais, suite, nous, on a envoyé une étudiante de chez nous, elle a terminé son billet ici. Et puis, elle est allée chez vous pour faire ses études à la faculté des lettres et elle a traduit les lettres chinoises de Ying Chen, je crois, n'est-ce pas, Ying Chen? Donc, elle les a traduites en anglais. À cette époque-là, c'était pas traduit en anglais, donc c'est elle qui l'a traduit, qui les a traduites en anglais. Et par la suite, elle a fait une dissertation de maîtrise aussi là-dessus qui devrait exister chez vous, mais nous, on n'en a pas un exemplaire. Donc c'est comme ça que beaucoup d'entre nous, chez nous, nous sommes entrés dans des études québécoises. Et après, on était dans un tourbillon et ça a continué à tourner, tourner, et on y tourne encore. Voilà, c'est tout ce que je dirais. un passeur culturel, oui, c'est très Voilà, important. c'était ça. C'était Oui. ça. Merci beaucoup. Alors, Merci. Alex, pour l'autre tour de table. Oui, parfait. Bien, merci beaucoup à tous pour vos réponses jusqu'à maintenant. Nathalie, vous se demandez quelle était votre histoire en tant qu'association, institution ou simplement en tant que chercheur ou chercheuse sur le Québec. Notre deuxième question porterait davantage sur vos réalisations culturelles et scientifiques, soit en tant que chercheur individuel sur le Québec, ou encore euh, sur vos réalisations en tant qu'association ou institution en littérature québécoise. Donc, la première question portait davantage sur l'historique, la deuxième porterait davantage sur vos réalisations, mais n'anticipez pas trop parce qu'ensuite, Nathalie vous posera une question sur vos recherches à venir sur le Québec dans un troisième temps. Moi, je peux commencer. Oui, parfait. Allez-y, Oui. Madame Song. Alors, dans le cadre de mes recherches, j'ai publié en l'année dernière un article voilà, intitulé Lire le cannibalisme dans l'ingratitude de Inchen à la lumière du concept de manger l'homme de Lu Xun. Et depuis mon examen de synthèse en 2022, j'ai présenté plusieurs communications sur Inchen lors des colloques internationaux
Par exemple, en novembre 2022, j'ai présenté Oiseau criant, tragédie d'une fille rebelle féministe, conflit mère-fille dans l'ingratitude lors du colloque de la Blague à Edmundston. En mars 2024, j'ai présenté L'inquiétante étrangeté et le bouc émissaire dans le mangeur à Princeton University. Et en juin cette année, au congrès du CIEF à Moncton, j'ai présenté une communication sur le roman Le chant dans la mer en mettant l'accent sur la dignité et l'identité. Et c'est d'ailleurs à ce congrès que j'ai eu l'honneur de rencontrer Madame Kazuko Okura, voilà, qui a partagé ses réflexions sur la littérature autochtone. Si, si je m'en souviens bien. Cette année, en octobre, je vais livrer une communication sur voilà, l'affiliation et l'affiliation dans le champ de la mer au congrès de la CQS à Québec. Et sur le plan culturel, mes recherches m'ont permis de mieux comprendre le statut d'entre-deux des écrivains et des personnes migrantes au Québec. Alors, exilés pour diverses raisons, je pense qu'ils sont confrontés à la question de leur culture d'origine, qu'ils choisissent de rejeter ou de préserver, mais qui restent toujours présentes dans leur construction identitaire. Et la narratrice chez Inchen me semble chercher à s'éloigner de ses origines et de se créer une nouvelle. Et à travers l'étude des romans de Inchen, j'ai également acquis une distance critique pour observer la culture chinoise. Comme le poète Su Dongpo, un poète chinois de la dynastie des Song, qui a dit si je ne connais pas le vrai visage du Lushan, c'est-à-dire la montagne Lu, c'est parce que j'y suis. Et cette réflexion fait également à ma prochaine communication. Je vais analyser une référence à ce poète de Inchen. Et voilà, pour moi, c'est bien de garder une distance pour mieux observer mon propre pays. Voilà, merci. Parfait, bien merci pour la réponse, Jeng Yoon. J'aime bien cette idée de la distance qui permet d'observer aussi notre propre espace culturel par le détour finalement du Québec ou du Canada. D'ailleurs, votre directeur de thèse, Gilles Dupuis, est toujours là, le grand spécialiste de Ying Shen, qui a derrière elle Oui. une œuvre très importante. Il est maintenant à la retraite depuis peu, Gilles, hein, qui est un de mes collègues à l'Université de Montréal. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a une relève pour l'exégète de l'œuvre de Ying Shen. Parce que ça arrive trop souvent, malheureusement, que parfois il y a un ou une spécialiste d'une œuvre en poste. Puis quand cette personne-là prend sa retraite, les études sur cette œuvre-là s'écroulent pratiquement en même Oh, temps que la personne qui part. Il y a beaucoup d'œuvres comme ça qui ont malheureusement pas connu euh, de relève à travers le temps. Donc, ça fait particulièrement plaisir de voir que quelqu'un se consacre à l'étude de Yin Cheng, puis que merci. finalement, il y aura un avenir du côté des études sur l'œuvre de Yin Cheng. Donc, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que quelqu'un voudrait continuer? Oui, alors moi je vais vous parler plutôt des réalisations de la SEC, des membres de la SEC. Alors les membres de la SEC ont largement contribué à faire connaître le Québec et sa culture auprès des Coréens à travers diverses activités académiques, articles, ouvrages, traductions. À ce propos, il est à noter que dans le domaine de la traduction, non seulement les universitaires, qui sont pour la plupart membres de la SEC, mais aussi des traducteurs professionnels, se sont intéressés à traduire des œuvres littéraires d'auteurs québécois. Quelques œuvres de Dany Laferrière, de Gabriel Roy et de Kim Thuy ont ainsi été traduites par des traducteurs professionnels. Il est également important de mentionner que plusieurs auteurs du théâtre québécois ont été présentés par la traduction à la demande de metteurs en scène cherchant des œuvres à monter.
Nous avons ainsi vu monter sur scène en coréen avec succès quelques pièces d'auteurs québécois tels que Michel Tremblay, Michel-Marc Bouchard et Wazdi Mouawat. Et quant à moi, à part mes études sur la littérature québécoise dont les résultats ont été publiés dans plusieurs articles, j'aimerais bien mentionner deux initiatives que j'ai menées dans le domaine de l'éducation en tant que professeur passionné par le Québec. La première a été l'organisation réussie de 4 écoles d'été en 2007, 2009, 2011 et 2014 en coopération avec mon université, l'AEQ et le CLIC. Ces cours, d'une durée de 2 à 3 semaines, abordaient divers aspects du Québec et de sa culture. Animés par des professeurs québécois de renom tels que Éric Bédard, Éric Montpetit et Serge Quentin, ces écoles d'été ont attiré entre 30 et 40 étudiants à chaque fois, leur permettant ainsi de découvrir le Québec. L'autre initiative est le cours intitulé Études québécoises que j'ai dispensé de 2008 à 2019. Exclusivement consacré au Québec, ce cours d'une durée de 2 heures par semaine pendant 16 semaines permettait aux étudiants d'explorer le Québec sous différents aspects. Malheureusement, ce cours a été interrompu depuis 2020, mais j'espère ouvrir de nouveau un jour sous une version améliorée si l'occasion se présente. Et puis, vu l'heure, peut-être il est un peu tard, alors je voudrais parler de recherche à venir sur le Québec, c'est vraiment court. Donc, au mois d'octobre, cette année, au mois d'octobre, donc Kim Thuy, l'auteur Kim Thuy, va visiter la Corée. Alors, à l'occasion de sa visite en Corée, nous prévoyons d'organiser une table ronde avec quelques membres de la SEC. Alors, j'espère que nous pourrons en profiter pour envisager la publication éventuelle d'un ouvrage collectif sur les œuvres de cette auteure québécoise d'origine vietnamienne. Et en ce qui concerne une collaboration avec les membres du CRIC, je serais bien ravie d'y participer si l'occasion se présente. Puis cette fois-ci, j'ai vu la grande possibilité de nous réunir par le moyen de Zoom. Donc peut-être on pourrait faire beaucoup de choses ensemble dans l'avenir, j'espère. Merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Chine. Puis, moi, ça me ferait un grand plaisir qu'on récidive avec la formule Zoom. Je crois que ça permet de resserrer les liens entre les chercheurs au Québec et en Asie ou partout dans le monde, malgré le décalage horaire, parce que ça, c'est peut-être la principale barrière qui nous reste, étant donné que si on veut pouvoir discuter ensemble, faut qu'au Québec, on se lève très tôt, il faut qu'on vous fasse veiller un peu tard. Au moins tous les deux, nous devons faire des sacrifices côté horaire. D'ailleurs, vous parliez de Kim Thuy. J'avais eu l'occasion de l'inviter en Inde quand je donnais mon séminaire de maîtrise. Puis elle avait fait fureur hein, auprès des étudiants et étudiantes. Il y a eu, je crois qu'Achille pourra le confirmer, 2 ou 3 mémoires de maîtrise par la suite qui ont été faites sur Kim Thuy. Je crois que ça va être une belle activité pour vos étudiants et étudiantes. Je retiens de votre intervention toute l'importance des cours, des écoles d'été, vraiment pour la transmission de la littérature québécoise, mais aussi des traductions Le travail de traduction, à mon sens, est essentiel pour la diffusion puis le partage de la littérature québécoise à l'international. Puis c'est un travail de transmission culturelle qui est le socle du rayonnement d'une culture à l'étranger. Donc, c'est très précieux pour nous, ce travail-là. Je vous remercie pour votre réponse, pour votre intervention. Maintenant, on pourrait peut-être continuer, je ne sais pas, peut-être avec Madame Ogura.
de me présenter ma propre réalisation. Et j'aimerais bien vous dire que Kim Thuy est très aimée au Japon aussi. Et elle visite le Japon à plusieurs reprises d'ailleurs, presque chaque année. Oui. Et puis nous avons donc trois traductions, oui. Et Ryu, Man et Vi sont traduites en japonais aussi. Et bon, j'utilise moi-même cette traduction de temps en temps pour montrer une partie de la littérature migrante au Québec. Voilà. Et puis donc, ma propre réalisation, je vais partager mon l'écran et donc, euh, j'essaie de publier régulièrement des articles ou des cahiers d'études dans des revues japonaises ou autres. Donc, bon, en 2021, je les ai réunis sous le titre de l'interculturalité. Et j'ai publié oui, ce livre-là, intitulé en japonais Kyokuto Ofukei, mais en français, j'ai traduit à peu près Mémoire et paysages, le Québec et ses écritures interculturelles, c'est écrit ici, mais le contenu est en japonais. Alors, en outre, donc, bon, peut-être hier, Stéphane m'a présenté, mais j'ai traduit trois livres de Dany Laferrière. Dany Laferrière a visité deux fois le Japon et puis il est aussi très aimé au Japon. Alors, l'énigme du retour, chronique de la dérive douce, ça fait ensemble, c'est une sorte de diptyque. Et puis, j'écris comme je vis et entretien avec Bernard Manier. Et, et puis, concernant notre association, nous avons célébré donc le 15e anniversaire l'année dernière. Et pour commémorer cet anniversaire, nous avons publié, nous avons renouvelé ce livre-là. 56 chapitres pour connaître le Québec. La première édition a été publiée il y a 14 ans juste après notre fondation de notre association, mais nous avons renouvelé complètement le contenu et plus de 40 membres ont participé à la publication, à la rédaction de ce livre. Donc, nous sommes un peu fiers de cela. Et puis, en même temps, aussi pour commémorer l'anniversaire, célébrer notre anniversaire, bon, on a traduit, et j'ai participé moi aussi, avec 4 autres collègues, membres de la JEC. Nous avons traduit ce livre de Jacques Lacourcière, une histoire de Québec racontée par Jacques Lacourcière. Cette publication est d'autant plus importante et significative qu'il s'agit du premier livre consacré entièrement à l'histoire du Québec, traduit en japonais. Voilà. C'est ça. Donc, nous avons pas mal de traductions aussi, peut-être moins qu'en Corée, puisque nous n'avons pas autant de spécialistes, traducteurs, traductrices. Et c'est presque toujours les professeurs de français et membres de la GEC qui essaient de traduire en utilisant les vacances scolaires. Alors, nous avons peut-être moins de traductions, mais quand même, nous essayons de traduire parce que sinon, ce sera très difficile de faire connaître la littérature québécoise ou autre. Voilà. On pourrait passer à la prochaine question si Nathalie est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et puis la troisième question, le temps file. Vous êtes Oui.
Il est très tard pour vous. Je vous remercie d'être encore avec nous. La troisième question, donc, vous répondez si vous le souhaitez, mais comment vous imaginez, comment vous rêvez, euh, puis y a-t-il des obstacles? Enfin, comment vous vous projetez euh, par rapport à la question des études québécoises au sein de vos associations, de votre pays ou en tant que chercheuse ou chercheur, encore une fois? Alors, bon, maintenant et dans l'avenir, peut-être la littérature autochtone sera très importante. Parce qu'au Japon, comme au Canada, les peuples autochtones font l'objet d'une attention grandissante. Au Japon, dans le nord, surtout à Hokkaido, mais aussi ailleurs, ailleurs aussi, habite le peuple qui s'appelle Ainu. Ça veut dire humain, comme Innu ou les Inuits. Ils ont longtemps été victimes de la politique d'assimilation du gouvernement japonais. Et ils étaient privés de leur langue et de leur culture, comme beaucoup d'autres peuples autochtones dans le monde. Ce n'est que depuis le début du XXe siècle que leur identité est reconnue. Depuis, nous déployons diverses activités en vue de la réconciliation, juste comme au Canada. Donc, je trouve qu'il est important que ces peuples autochtones du monde entier multiplient l'interaction afin de se connaître et de faire reconnaître leur situation aux autres. Il existe déjà à peine quelques réseaux en anglais, mais très peu en français. C'est pourquoi j'ai traduit en japonais avec ma collègue Minako Kono un article manifeste de Daniel Chartier, professeur de l'UQAM, que vous connaissez. Oui, qu'est-ce que l'imaginaire du Nord, principe éthique? Je l'ai traduit avec Madame Kono. Et puis aussi, c'est toujours grâce à Daniel Chartier que nous avons pu publier ce livre-là. Mais donc, c'est Étienne Lou Jobin, qui est ici présent d'ailleurs, qui a bien voulu traduire ce livre écrit par une écrivaine Aïne. Pinluc et sa douleur, ossements haineux retenus prisonniers. Alors, comme ça, traduire la littérature japonaise publiée par les écrivaines aïneux en français, et c'est aussi le premier pas peut-être de faire connaître notre situation ailleurs, je crois. Donc, moi aussi, et bon, j'ai déjà une ébauche de traduction de plusieurs textes d'écrivaines ineux, tels que Joséphine Bacon ou Naomi Fontaine, et je suis en train de chercher la maison d'édition qui accepterait de publier ça, parce que, bon, il faut d'abord faire connaître l'existence de cette littérature, sinon la traduction n'est pas toujours très évidente. Il faut avoir la subvention et puis il faut convaincre tout d'abord l'éditeur. Donc, ça prend un peu de temps, mais j'essaie de le faire et je vais suivre donc cette voie-là. Tout en gardant mon intérêt de Anne Hébert, Gabriel Roy et puis la littérature immigrante. Voilà. Et puis, et j'ajouterais peut-être que nous avons une chaire d'études québécoises à l'université Hosei.
Et donc, c'est un peu à part de notre association, mais c'est toujours le professeur, le vice-présidente de notre association d'ailleurs, qui s'appelle Isao Hiromatsu, qui s'occupe de cette chaire d'études. Et bon, moi aussi, bon, je donnerai une séance chaque année, mais bon, c'est une collaboration des spécialistes membres de l'AGEC qui donne une séance chacun. Et puis, nous invitons des professeurs québécois aussi. Et cette année, ce sera Monsieur David Coussant. Voilà. Merci, Madame Auguera. Et je prendrai d'autres perspectives d'avenir, soit au Japon, en Corée, pour vous, chercheuse individuelle qui allez, Madame Song, terminer bientôt la thèse, ou pour Ashish, à GNU comme à l'AITF. Oui, Parole est à vous. juste une chose, donc comme Radko a dit, peut-être il y a beaucoup de traductions des œuvres québécoises en Corée, mais le problème, ça se lit pas beaucoup. Ça c'est le problème parce que on a traduit pas mal de livres, des romans, des recueils de poèmes et des pièces de théâtre, mais le plus vendu, c'est Les enfants, Ces enfants de ma vie de Gabriel Roy. Alors ça a été un grand succès et le bonheur d'occasion aussi, mais pour les autres, pas beaucoup. Mais sauf les trois œuvres de Kim Thuy, quand même ça a eu un grand succès. Mais les Coréens en ce moment aiment beaucoup le Québec et puis on a réussi à faire connaître le Québec auprès des Coréens, mais pas seulement par ou grâce à nous, c'est par une série télévisée qui ont été tournées à la ville du Québec. Donc, il y a beaucoup de touristes qui y vont chaque été, tout ça. Mais pour ce niveau-là, on connaît le Québec, on aime le Québec, c'est bien. Mais si on passe peut-être aux choses sérieuses, alors à ce moment-là, ah, c'est trop difficile, c'est compliqué. Pourquoi on doit savoir, on doit connaître l'histoire compliquée du Québec et tout ça? Alors, il faut peut-être briser cette résistance. Alors, comment on doit faire pour faire ça? Alors, c'est toujours, on réfléchit, hein. C'est ça, c'est notre défi, grand défi en tant que québéciste en Corée. J'imagine que l'enseignement, le cours là que vous avez donné pendant plus de 10 ans, j'imagine que c'est une façon peut-être d'intéresser le public universitaire, à tout le moins, à s'intéresser, oui, à la culture et à la littérature québécoise. Et j'aimerais entendre Nao Sasaki là-dessus. Vous enseignez dans différentes universités, la littérature du Québec. Comment ça se passe? Et quels sont les défis et les perspectives d'avenir pour vous et pour l'enseignement de la littérature écrite au Québec? Oui, enseignement de l'art. Mais je pense que Madame Aura enseigne plus que moi de la littérature québécoise. Mais dans ma classe, euh, euh, il faut, j'avoue que les Japonais ne connaissent pas beaucoup le Québec. Et il faut commencer toujours par, OK, le Canada, c'est un pays bilingue et on parle pas seulement anglais, on parle aussi français. Ces choses très on dit, et élémentaires un peu, des choses. Puis j'explique l'histoire pour arriver euh, pour parler de œuvres littéraires. Sinon, c'est difficile de comprendre le texte, ça prend le contexte. Et la plupart du temps, je consomme la moitié de mes cours pour expliquer l'histoire, le contexte. Et après la deuxième moitié,
et j'essaie de montrer le texte. Et aussi, mais on a beaucoup parlé de la traduction. Justement, euh, il y a, il y a des élèves qui sont capables de lire le texte en français, mais la plupart préfèrent lire en japonais. Et quand je parle de la littérature québécoise, je choisis le texte traduit en japonais. Le choix est assez limité encore parce que, mais je pense surtout le classique comme Gabriel Roy, Anne Hébert, mais Gérald Besset, dont on a parlé. Mais c'est pas encore traduit, Gérald Besset. Mais ces classiques ne sont pas suffisamment traduits. Et je pense que ça peut être un projet important, à Un mon avis. défi. Mhm. Oui. Alors donc, la traduction en japonais ou en coréen aide, on comprend bien, le lecteur ou la lectrice à être moins apeuré devant le texte écrit au Québec. Et c'est la même chose en Inde, Ashish? Le problème, c'est que vous voyez, avec le passage du temps, le cursus, le corpus s'élargit. Oui. Et nous, chez nous, on offre d'habitude un cours sur la littérature québécoise. L'idée, c'est d'augmenter le nombre de cours, peut-être d'offrir plus de cours sur la littérature québécoise, disons, un cours consacré uniquement au théâtre, un autre sur le cinéma. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, mais ça va prendre du temps parce que vous voyez, en même temps que le Québec, il y a le corpus de la littérature française aussi qui s'augmente, n'est-ce pas? Donc, après, il faudra offrir plus d'options aux étudiants. Donc, on verra où on va y aller avec. Et puis, en effet, la traduction, euh, en effet, c'est très difficile de traduire les ouvrages québécois en hindi, en tamoul et ainsi de suite, parce que euh, le vocabulaire aussi est extrêmement riche et on a beaucoup de mal à trouver vraiment des équivalents, des équivalences, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à la littérature québécoise dans les centres euh, d'anglais, etc., où on fait des comparaisons. Dans la littérature comparée, les gens commencent à s'intéresser énormément à la littérature québécoise. Donc, ça aussi, c'est un truc, c'est quelque chose à explorer. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra peut-être collaborer plus avec eux et euh, on espère que ça ira beaucoup mieux. C'est déjà, en effet, il y a eu beaucoup de thèses, on a enseigné chez nous, malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul cours d'habitude. Comme je vous disais, au niveau de billets, on enseigne des extraits des ouvrages, enfin de beaucoup de romans, etc., de pièces de théâtre, mais au niveau de doctorat aussi, on a eu des doctorats sur Jovette Marchesso, Marie-Claire Blas et Gabriel Roy, bien sûr, Tremblay. Donc on verra bien. C'est à peu près dans ce sens-là. Peut-être qu'il faut multiplier les cours. Peut-être qu'avec le temps, ça ira mieux. C'est déjà pas mal, mais il y a de quoi à faire dans l'avenir également. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir sur cette question? Ou je ne sais pas si on avait fait le tour des interventions. Je crois que certaines en avaient profité déjà pour parler de leur projet à venir sur le Québec dans la précédente question. Euh, Si vous voulez, ben, je sais que le temps file, surtout au Japon et en Corée, où il est déjà 11 heures, même au-delà de 11 heures. Donc peut-être que si vous êtes d'accord, on pourrait conclure là-dessus pour permettre à nos collègues coréennes et japonaises d'aller dormir, en fait. Je vais me permettre de faire le petit mot de clôture, étant donné que je crois que Nathalie a un problème avec sa connexion. Je tiens absolument à vous remercier hein, d'avoir encore une fois accepté, non seulement accepté notre invitation, mais de vous être prêté au jeu avec autant de sérieux puis d'implication. Vos interventions étaient franchement très intéressantes. On a eu des belles discussions hier autour de des œuvres importantes comme celle d'Yves Thériault.
il y a été question de l'œuvre de Ying Shen, même de la littérature jeunesse. On a eu aussi une présentation sur un personnage du Torrent qui est peu étudié, celui d'Amilcar. Donc, ça nous a permis vraiment de réfléchir à la littérature québécoise, puis comme on le disait hier, de faire apparaître même des filiations ou de déplacer parfois le regard qu'on avait sur ces œuvres-là, ce qui est extrêmement précieux. Aujourd'hui, on a pu davantage réfléchir à l'état des études québécoises en Asie. La présentation d'Ashish a donné le ton à la table ronde qui nous a réunis. C'est extrêmement instructif pour nous de savoir comment se déroule votre travail dans vos pays respectifs parce que c'est vrai maintenant que depuis le Québec, on peut avoir une idée assez vague des études québécoises à l'international. Moi, je les connais un peu parce que, bon, j'ai eu une expérience d'enseignement à JNU, mais autrement, euh, on a une vague idée, puis c'est extrêmement intéressant pour nous de savoir comment vous procédez. Et je dirais même que pour le CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire en littérature et en culture au Québec, c'est une question qui est très importante, la question des études québécoises à l'international et de vous entendre, d'écouter ce que vous avez à partager sur vos expériences, sur l'histoire de vos institutions. Ça nous aide aussi à vous aider, en fait, parce que on sait que les études québécoises à l'international sont riches, sont dynamiques, mais qu'elles rencontrent aussi des défis. En Achille, je parlais notamment de l'accès aux livres, etc. Puis je crois que la journée d'aujourd'hui ne sera pas la dernière pour nous réunir, pour discuter vraiment du Québec depuis nos espaces réflexifs. Déjà, on a eu l'occasion de se rencontrer quelques reprises dans le passé pour certains d'entre nous, notamment via le Centre international des études francophones, hein, le grand congrès qui a lieu chaque année où on a souvent la chance de se rencontrer ou lors de différents événements. Mais je crois qu'on doit absolument se saisir des possibilités que nous offrent maintenant les plateformes numériques comme Zoom, Teams, etc., pour multiplier ces rencontres-là, même si la question de l'horaire demeure complexe. Peut-être qu'à l'avenir, on pourrait se lever un peu plus tôt encore pour que vous puissiez vous coucher un peu plus tôt. Euh, mais voilà, je pense que la rencontre d'aujourd'hui euh, permettait de tester un peu une nouvelle formule. Et voilà, je vous remercie encore une fois pour vos interventions. Je remercie aussi le CRILC qui a hébergé avec beaucoup de générosité la rencontre et ainsi que les personnes du public qui sont venues assister. Je salue en particulier Martha euh, qui était en séjour chez nous de recherche l'an dernier, qui est en ce moment en Pologne et qui, par curiosité, est venue nous entendre. Voilà, donc je vous remercie. C'est ce qui mettrait fin à la journée d'études. Puis au grand plaisir de vous croiser à nouveau et d'échanger à nouveau avec vous concernant votre travail.